Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur une nouvelle vidéo thématique et aujourd'hui on reçoit quelqu'un que nous n'avons pas encore reçu sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote ni au Cercle. Jérôme Ravenet, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Nicolas. Jérôme Ravenet que nous recevons aujourd'hui pour parler du souverainisme dans la doctrine chinoise et plus particulièrement dans la doctrine chinoise de Xi Jinping, hein, un sujet très intéressant puisque vous allez pouvoir vous présenter, mais vous avez fait une thèse justement sur la doctrine de Xi Jinping. Vous allez pouvoir en parler plus dans le détail parce qu'évidemment je ne suis pas un spécialiste de la thématique, mais vous l'êtes, donc vous allez pouvoir parler de ça. Et puis, c'est très intéressant parce que on va pouvoir avoir le point de vue des Chinois sur le souverainisme à la chinoise, c'est un peu un terme un peu barbare, mais on va pouvoir un peu parler de cette thématique-là. Mais premièrement, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, parce que vous-même vous l'avez dit juste avant l'enregistrement, et dit je suis un peu un anonyme, est-ce que vous pouvez vous présenter, pour les gens qui ne connaîtraient pas un peu votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait au niveau justement de recherche universitaire, écriture, voilà, intellectuelle, qu'on puisse un peu vous situer avant de rentrer de plein pied dans la thématique. Alors je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, professeur de philosophie agrégé du secondaire et j'ai fait, dans les années 90, à la fin des années 90, une première thèse, de doctorat sur la Chine déjà, mais sur la spiritualité chinoise, sur les arts du corps, et la question de l'esprit, sous la direction de François Julien, un sinologue, bien connu. Et puis, j'ai continué mon chemin sans faire de carrière universitaire et j'ai, entamé une deuxième thèse, de doctorat en 2018, une thèse, sur justement le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, à Paris 10, sous la direction d'Emmanuel Renaud, que j'ai soutenue donc, en 2022. Voilà, donc je suis un amoureux de la Chine, mais au départ plutôt, intéressé par les questions de, spiritualité chinoise. En fait, je viens du monde, des arts martiaux et de la médecine chinoise. Je suis également, diplômé d'État en médecine chinoise de l'université de Shanghai, mais, c'est assez récemment que je me suis, plus, particulièrement, intéressé à la question, de la politique chinoise. Et pour une raison, qui me semble, forte, c'est que, hem, quand bien même la Chine serait, comme le dit l'Union européenne désormais, un rival systémique, eh bien, nous avons besoin de connaître, ce rival. Le diaboliser, cela ne mène, pas bien loin. Donc, j'ai fait un travail, d'explication de la doctrine, Xi pour essayer de connaître ce prétendu rival. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, par votre parcours et vos connaissances, c'est que vous parlez couramment et vous lisez couramment le chinois. Voilà, j'ai enseigné le chinois pendant près de 20 ans à l'IEP d'Aix-en-Provence. Et l'IEP que j'ai quitté, mais effectivement, j'ai eu une petite expérience. Je ne suis pas un sinologue, proprement dit, je n'en ai pas fait mon métier, mais enfin, je peux traduire les textes de Xi Jinping. C'est ce que j'ai fait dans ma thèse et je continue de rendre quelques petits services de traduction pour, les cahiers de la Chine de l'université de Pékin. Et c'est justement ça qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir en parler dans la thématique, c'est que vous pouvez lire sans filtre, sans un filtre occidental ou une pré-traduction qui aurait été faite, les propos, et donc de pouvoir les analyser de manière brute. Alors évidemment, il y a le filtre interne à la Chine où évidemment, faut avoir des contacts, les connaître, mais vous pouvez lire directement et vous faire votre propre avis et la propre traduction en fonction des concepts que vous connaissez, de la littérature, de la très longue histoire chinoise et des langues chinoises, notamment le mandarin. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez une lecture entre guillemets qui est sans filtre et vous pouvez du moins en sortir votre analyse. Et c'est ça c'est de ça dont on va parler aujourd'hui justement. Tout à fait. Alors les textes de Xi Jinping sont quand même, les discours, hein, qui sont constitutionnalisés en Chine, hein. Il faut savoir que ces discours, ont valeur constitutionnelle en Chine, hein. Donc ils ont une importance, particulière, particulièrement forte et ils sont traduits
en français sous le titre La gouvernance de la Chine. 3 tomes ont été, publiés. Le troisième n'était encore récemment qu'en anglais, mais enfin les traductions vont venir. Comme, cette parole du président, chinois, est très importante pour la géopolitique mondiale, tous ces discours qui ont, encore une fois, je le répète, valeur constitutionnelle, sont traduits en français. Mais je les ai pour l'usage que j'ai dû en faire, je les ai, partiellement au moins retraduits, effectivement. Est-ce qu'il y a des grandes différences? C'est une petite question annexe, hein, mais est-ce qu'il y a des grandes différences entre votre traduction, ce que vous avez fait, ou la traduction justement qui était la traduction officielle? Est-ce que vous avez remarqué des grandes différences ou c'est plus ou moins très fidèle? Non, il y a pas de problème de traduction dans, la traduction des éditions du Peuple, qui, traduit en français les discours de Xi Jinping. Non, il y a pas de problème de Donc traduction. c'est assez fidèle pour les gens qui seraient intéressés à le lire ou Oui, qui ne liraient pas le chinois et qui oui. comme moi et puis qui voudraient savoir avoir la pensée brute, on va dire, du président Mmh. chinois, ben ils peuvent accéder justement à ces livres en français et ce sera très fidèle. Il y a pas de souci par rapport à ça. Il y a beaucoup de longueur, dans les discours chinois, il y a beaucoup de répétitions et donc je me suis focalisé sur un certain nombre de passages qui sont particulièrement concis et significatifs et ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans ma publication, Xi Jinping entre Marx et Confucius. Justement, bah oui, bah c'est très bien que vous en fassiez la publicité, hein, donc effectivement, on mettra le lien, les monteurs mettront le lien sous la vidéo. Et dernier point, avant qu'on se lance directement dans les raisons profondes et de philosophie politique qui nous intéressent, c'est que, mine de rien, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que Xi Jinping est au pouvoir en Chine, et donc on commence à avoir un petit recul quand même sur son action politique et doctrinale. Oui, il est arrivé au pouvoir en fin 2012, après une longue carrière, compliquée, mouvementée, hem, tragique, qui commence d'une manière, tragique. Je ne sais pas si on en parlera, mais en tout cas, il y a maintenant effectivement une douzaine d'années qu'il est là, dans une, position, de néo-empereur, à la chinoise, hein, dans un contexte très particulier puisque sur des racines, marxistes, on a un gouvernement mixte qui combine à la fois, le marxisme occidental sinisé par Mao et le retour d'un certain impérialisme à la chinoise, c'est-à-dire d'une culture traditionnelle ancienne, dont on pourra, si vous voulez, tout à l'heure discuter un petit peu les sources. Mais oui, on a une espèce de nouvel empereur, sur le trône, de Chine. Et dernier point, hyper important de le noter pour les gens qui écoutent, c'est que vous n'êtes ni pro-chinois ni anti-chinois. Vous avez une vision qu'on va dire d'analyste, hein, avec un certain recul, mais vous parlez ici en votre propre nom et il n'y a pas d'influence ou de présupposés pour l'un ou pour l'autre. Voilà, c'est plus votre amour de la culture qui fait ça. Exactement, je ne travaille pas pour le gouvernement chinois, je suis bien un fonctionnaire de l'État français, je ne fais, pas carrière, je ne suis dans aucun parti politique, je ne suis pas marié à une chinoise, je n'ai aucun conflit, d'intérêt ni aucun lien d'intérêt particulier, avec la Chine. Voilà, comme je le disais, je suis un amoureux de la culture traditionnelle chinoise au départ, des arts martiaux chinois, de la médecine chinoise pendant mon enfance et mon adolescence. C'est ça qui m'a amené à la Chine, pas du tout des raisons, politiques ou militantes. Je n'ai aucune affinité particulière avec le communisme en tant que doctrine, politique. Donc, j'essaie de parler, alors ça c'est un point de méthodologie important, hein, j'essaie de parler, en spinoziste. Spinoza, au début du traité politique, insiste sur le fait que pour parler de politique, il vaudrait mieux ne pas rire, moquer, railler et encore moins détester. Il vaudrait mieux essayer de comprendre, hein. Non, ludere neque detestari, non ridere, non lugere neque detestari, sed intelligere, dit Spinoza. Ne pas rire ni moquer, mais essayer de comprendre. Voilà ce que j'ai essayé de faire, conformément
à la méthode de Spinoza. Et je le dis, quand bien même la Chine serait, comme le dit l'Union européenne, un rival systémique, la meilleure des choses à faire face à un rival, à supposer que la Chine soit un rival, c'est de le comprendre. Je prendrai, si vous voulez, comme métaphore, la partie d'échecs. Quand vous jouez aux échecs, vous avez bien un adversaire, mais l'insulter ou le caricaturer, cela n'avance à rien. Il faut comprendre sa stratégie. Quelle ouverture joue-t-il? Hein, la scandinave, l'écossaise. Et si vous comprenez sa stratégie, alors peut-être que vous pouvez défendre vos intérêts. Car moi, en tant que Français, et nous, en tant que Français, nous défendons les intérêts qui sont ceux de la France. Oui, bien entendu, Les et Chinois défendent des intérêts qui sont ceux de la Chine, exactement. chacun jouant dans son camp. Et ça s'appelle justement la souveraineté, le respect de la souveraineté. Et justement, bah, on va pouvoir se lancer dans la thématique maintenant que le cadre est posé, puisque bah, vous allez pouvoir nous parler justement des raisons historiques qu'il y a justement derrière ce souverainisme à la chinoise, cette doctrine. Où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on peut avoir un certain recul et une approche historique par rapport à ça? Alors oui, si la Chine, est, aujourd'hui si, hem intéressée par la question du souverainisme, c'est parce qu'elle a été, pour le dire, simplement, dévastée. Dévastée par l'impérialisme, occidental. Ces puissances, occidentales, après le siècle des Lumières, au 19e siècle, ont colonisé le monde, vous vous en souvenez, c'est dans tous les livres d'histoire. Et en 1842, c'est le début d'un effondrement de la Chine, un effondrement qui va se, terminer en 1911 par, l'abdication du dernier empereur de Chine, hein, Puyi. C'est la fin de la dernière, dynastie, de la dynastie Qin. Tout au long du 19e siècle, après les guerres de l'opium, 1842, la Chine va, progressivement s'effondrer. Elle était la première puissance économique mondiale au XVIIIe siècle et elle va être peu à peu ravalée à, un pays du tiers-monde. Le XXe siècle, après, l'effondrement de la dernière, dynastie, ce XXe siècle va être très compliqué jusqu'au retour de Mao. Quand Mao arrive au pouvoir en 1949, quand il reprend le pouvoir après la longue marche, après, ces guerres compliquées contre, les Japonais d'un côté, contre le Kuomintang de l'autre. Quand Mao arrive au pouvoir, la Chine est un pays littéralement dévasté, accablé par, les famines, des épidémies de peste, et cetera. Donc c'est un pays du tiers-monde, un pays tiers-mondisé, sinon quart-mondisé, qui, vous le savez, sera, à la conférence de Bandung, au milieu des années 50, avec tous ces pays, non alignés qui ne sont pas les grandes puissances de ce monde. Donc voilà, un pays dévasté, qui sait, par son histoire, qu'il ne peut pas compter sur la solidarité, des pays occidentaux qui l'ont littéralement pillé. Ça a été dénoncé par Victor Hugo. Vous pouvez voir, comment, dans une, très belle lettre, Victor Hugo, dénonce le sac du palais d'été, par exemple. Ce problème du pillage de la Chine par l'Occident, voilà, c'est peut-être moins connu chez nous, mais c'est en tout cas très profondément ancré dans la mémoire, des Chinois. C'est ce qu'on appelle, Beinianguoche en chinois, c'est-à-dire le siècle d'humiliation. Ce siècle d'humiliation qui commence en 1842 avec la signature des traités inégaux, hein, après les premières guerres de l'opium. C'est aussi célèbre en Chine, si vous voulez, que 1789 en France. Voilà. C'est là que pour eux commence, l'histoire moderne et c'est une sombre histoire. C'est une histoire qui commence en tout cas de manière tragique. À partir de là, il fallait retrouver sa souveraineté. Hem,
Et c'est ce que Mao a rendu à la Chine, hein. Alors, sans faire l'apologie de Mao, simplement, il faut, bien comprendre que Mao, qui a mis les Japonais dehors, avec le Kuomintang, bien sûr, il y a eu des liens, il y a eu des associations, temporaires avec le Kuomintang pour chasser les Japonais. Et ensuite, voilà, Mao a repris les rênes et il est pour les Chinois celui qui rend à la Chine sa souveraineté. Voilà, à partir de là, la Chine n'est plus pilotée par, des puissances extérieures. Pendant toutes les années, 20-30, la période des seigneurs de la guerre, les puissances occidentales, entre les 2 guerres, ont continué à se partager le gâteau. Bon, tout cela est fini en 1949 quand, Mao reprend le pouvoir. Voilà l'enjeu de cette reconquête de la souveraineté. Alors, au XIXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'impérialisme des 8 puissances, comme on les appelait en Chine, hein, les 8 puissances, c'est-à-dire les puissances occidentales. Et puis ensuite, nous avons connu, après-guerre, l'hyper-impérialisme de l'hyperpuissance, américaine. Et c'est cette, hyperpuissance américaine qui désormais est contestée. La Chine, n'est plus simplement comme, sous, Mao ou comme sous Deng Xiaoping dans une politique du profil bas. Elle, elle lève l'étendard de sa doctrine. Elle ne fait plus profil bas. Et comme vous l'avez remarqué, en 2011, elle était déjà la première puissance, économique en richesse produite. Elle est devenue en 2015 la première puissance économique en parité de pouvoir d'achat. Donc ce n'est définitivement plus un pays, du tiers-monde. Mais elle a en face d'elle une grande puissance qui n'est pas, d'accord pour voir émerger, une rivale, hein, une puissance concurrente. Voilà, pour pas et donc on imagine que toutes ces raisons historiques, Xi Jinping, à l'actuel, justement avec son équipe, à l'actuel pouvoir chinois, ont bien tout ça à l'esprit et en plus des racines, on va dire, historiques que vous avez, très bien résumées, c'était passionnant. Il y a également les racines philosophiques, vous qui vous intéressent particulièrement parce que vous êtes avant tout un philosophe et quelqu'un qui s'occupe beaucoup des idées, de la spiritualité, quelque chose qui vous a, beaucoup intéressé durant toute votre carrière. Et donc quelles sont les racines philosophiques en plus qu'il y a derrière, en plus des événements historiques? Parce que c'est un peu une jonction des 2. Il y a des raisons, des racines, Mmh. historiques, vous les avez très bien expliquées, mais il y a aussi des racines philosophiques derrière ça. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors, l'une des découvertes, majeures, hein, que j'ai faites, l'une des découvertes les plus étonnantes, découverte majeure, je ne sais pas, mais en tout cas l'une des découvertes les plus étonnantes pour moi dans ce travail de thèse, c'était pas sur le travail de traduction, j'ai pas tellement innové dans la traduction, pas du tout même, mais ça a été la découverte des racines françaises du souverainisme à la chinoise. Alors, c'est pas du tout mis en avant parce que les Chinois sinisent tout ce qu'ils peuvent, s'approprier de l'étranger, hein. Comme disait Coluche avec un certain humour: «Quand vous mélangez dans un œuf le blanc et le jaune, à la fin, il reste plus que du jaune». Et cet, effort de sinisation, des connaissances occidentales est, d'ailleurs, ouvertement affiché par, le président chinois. Il s'agit de siniser, la connaissance, les sciences humaines, bon, OK, c'est leur, projet, mais en fouillant un peu, effectivement, on va découvrir j'ai découvert, que, il y avait des racines françaises à la doctrine chinoise du souverainisme. Par l'intermédiaire d'un certain Wang Huning, personnage qu'on connaît moins parce que tous ces noms, chinois nous échappent et nous sortent vite d'ailleurs de l'esprit parce que ce sont des sonorités, des consonances qui ne
qui ont du mal à être, fixés dans nos esprits, Bref, Wang Huning, c'est le numéro 5 du parti communiste chinois. Je crois qu'il est passé numéro 4 d'ailleurs au dernier congrès. Heu, Au départ, c'est un universitaire de l'université de Fudan, à Shanghai, hein, et c'est un francophile et un francophone. Parle à peu près français aussi bien que vous et moi. Il est venu étudier en France et il a soutenu en 1981, sous la direction de Chen Qiren, un mémoire sur Jean Bodin. Jean Bodin, le grand penseur renaissant de la souveraineté. Il a fait un mémoire sur Jean Bodin et sur Jacques Maritain. Un mémoire, explicitement, consacré à cette question de la souveraineté. Donc il est très intéressant. Alors ce mémoire aujourd'hui, est introuvable en Chine, hein. Il est classé secret défense. J'ai essayé de faire jouer quelques relations pour en obtenir une copie, impossible. Mais le titre est, explicite, voilà, et nous dit déjà des choses. Il nous dit déjà des choses de l'intérêt, de certains intellectuels chinois pour la question du souverainisme et dans l'histoire de France. Et cela nous dit quelque chose parce que cet étudiant, francophile et francophone qui était Wang Huning a été repéré à la fin des années à la fin des années Deng Xiaoping, est devenu, l'une des plumes, des éminences grises, du parti, sous les différents présidents, et il a contribué à la rédaction des doctrines des différents présidents chinois après Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, et il a été officiellement reconnu, c'est-à-dire que son influence a été rendue publique et officiellement assumée, puisqu'il a, aujourd'hui donc le rang officiel, de numéro 5, numéro 4 du parti communiste, chinois. Voilà, donc là on a une trace de l'intérêt. Objectivement, on a une trace de l'intérêt que les, Chinois ont pour le souverainisme à la française. On a un certain nombre d'intellectuels de haut rang, hein, comme Yang Xuetong, par exemple, qui sont mmh, des penseurs du souverainisme, façon Hobbes, hein. Il y a une pensée du souverainisme, chez Hobbes. Hem Voilà, donc c'est une question qui intéresse, beaucoup les Chinois. Cette question du souverainisme, elle est nourrie, par des sources chinoises à partir d'une tradition que nous connaissons mal, mais qui gagnerait à être connue. C'est ce qu'on appelle le légisme. Le légisme est une tradition chinoise, heu, le légisme sont les penseurs de la loi, hein. On pourrait traduire ça comme ça. Leur chef de file, le plus connu en Occident, c'est Han Feizi. Vous trouvez une traduction du Tao du Prince par Jean Lévy en poche. Ce sont des auteurs qu'on gagnerait à lire pour connaître un petit peu mieux, la pensée chinoise actuelle. C'est un auteur que cite Xi Jinping. Et puis il y a aussi Carl Schmitt, hein. On a aussi dans le giron des, des penseurs du droit en Chine, autour de Xi Jinping, des personnalités comme Jiang Shogong, hein, qui est un lecteur de Carl Schmitt. C'est pas forcément, très connu. Bon, Carl Schmitt, je vous le rappelle, c'est un penseur du droit, certainement très profond, réédité en Occident depuis peu, mais enfin qui a, un passé du côté du nazisme qui est effectivement qui l'a rendu, illisible pendant de nombreuses décennies. Il est désormais republié, c'est un penseur de la souveraineté. C'est un penseur, important et qui sert de source à la doctrine si on en croit, Jiang Shogong, un grand professeur de droit de l'université de Pékin.
Et donc j'ai une question là qui me brûle les lèvres et qui, je pense, beaucoup de viewers se posent également, c'est comment est-ce que ça se passe? Parce que évidemment, c'est comme vous avez dit, c'est fait à la chinoise. Comment ça se passe justement ces sources, qu'elles soient occidentales ou qui viennent d'ailleurs? Comment est-ce que ça se passe ce mélange entre la tradition, excusez-moi, la tradition plurimillénaire de la civilisation chinoise, qui est même plus âgée que l'Occident en lui-même, et justement ces penseurs qui viennent d'Allemagne, de France, d'Angleterre, des États-Unis, éventuellement, comment est-ce que ça se passe, ce mélange, on va dire, entre les traditions propres à la Chine et les idées, les concepts venus de l'étranger? Est-ce que ça se passe comme dans le monde de l'industrie, ou est-ce que, au niveau de la philosophie politique, est-ce qu'il y a, il y a des particularités? Alors, je crois qu'il y a un mot important qu'il faut retenir, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche? Les Chinois ne sont pas dogmatiques. S'il faut être marxiste, on est marxiste. Mais s'il faut introduire dans le marxisme une certaine dose de libéralisme, eh bien, on va le faire et c'est ce qu'a fait Deng Xiaoping. C'est ça la politique de réforme et d'ouverture des années de Deng Xiaoping. On a pensé que la Chine avait renié ses racines maoïstes. Non, elle les a simplement enrichies parce que la Chine considère qu'elle est riche de ses contradictions. Là où nous retenons les contradictions comme des objections contre nos adversaires, les Chinois ont plutôt, tendance à considérer que ces contradictions les enrichissent. Elles les enrichissent à condition d'arriver à les faire, fonctionner. Les contradictions ne sont pas problématiques en elles-mêmes. La Chine, c'est le pays du yin et du yang, hein. Le yin ne va pas sans le yang ne va pas sans le yin et le yang sont contradictoires, mais exactement complémentaires, interdépendants et complémentaires. Donc on est très loin des racines, je dirais grecques, aristotéliciennes, d'une pensée fondée sur le principe de non-contradiction, hein, qui a donné un pli très fort à la pensée occidentale, hein. Ce principe de non-contradiction dans la logique d'Aristote a donné un pli très fort à la pensée occidentale. Eh bien, il n'y a pas ça en Chine. On a une pensée du yin-yang qui vient de très très loin, qui se trouve dans le grand commentaire du livre des mutations, ce livre des mutations qui est à la Chine ce que la Bible est à l'Occident, hein, et qui s'est développé dans une pensée complexe, une pensée de la contradiction. On a une école du yin-yang sous les royaumes combattants, ou disons 5e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis on a ce dessin du yin-yang que tout le monde connaît avec ces deux poissons, qui se complètent dans un cercle blanc, à moitié noir. Ça, c'est le dessin, c'est la manière que Zhou Denyi, un philosophe du XIe siècle, a trouvé pour rendre ce concept immédiatement sensible à l'imagination. Mais c'est toujours d'actualité. Les contradictions ne sont pas un problème. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut marcher? Aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est encore plus compliqué que sous Deng Xiaoping parce que Xi Jinping, ce n'est pas simplement la synthèse d'un certain marxisme sinisé par Mao et d'un certain libéralisme à l'occidental, c'est en plus dans ce marxisme sinisé et ce libéralisme économique à l'occidental, le retour des influences confucéennes, hein, c'est-à-dire d'une certaine culture traditionnelle ancienne et même très ancienne. Alors ça ça se voit dans les discours de Xi Jinping qui sont truffés de citations de poètes de tous les siècles. J'en ai listé plus de 300. Donc il y a, alors, Xi Jinping ne connaît certainement pas tous ces auteurs, il n'est certainement pas familier de tous ces auteurs, il a d'autres choses à faire. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, ce qui est significatif, c'est qu'il s'efforce de les mobiliser et qu'il parle par ce moyen à un peuple de sa grandeur culturelle.
Donc le confucianisme, je parlerai moi en ce qui me concerne de confucianisme éclectique. Il ne s'agit pas non plus de revenir à un confucianisme orthodoxe, parce que le but n'est pas de, s'affilier dogmatiquement à une idéologie quelconque, pas plus qu'il ne s'agissait de s'affilier dogmatiquement au marxisme occidental, il ne s'agit de revenir au confucianisme orthodoxe de la dynastie Han. Ce serait absurde. Ce qui est important pour, Xi Jinping, c'est qu'est-ce qui marche? Alors, il y a des revendications, il y a une mémoire, communiste, hein, il y a une mémoire, de gauche de tous ces vétérans, du maoïsme. Il y a, des revendications, libérales, il y a une sensibilité, dans une certaine partie de la population chinoise pour une ouverture à l'Occident. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler le courant libéral, pas simplement en économie, mais aussi, du point de vue du droit. Il y a des penseurs qui sont partisans, d'une promotion un peu plus forte, par exemple, des droits de l'homme à l'occidental. Et puis, il y a aussi, tout un courant, toute une partie de la société chinoise qui est très attachée à sa culture ancienne, à ce que donc j'appellerais le confucianisme éclectique, c'est-à-dire le confucianisme au sens large, incluant le légisme que j'évoquais tout à l'heure, incluant le taoïsme et toutes les sagesses et toutes les philosophies, que la Chine a produites. Tout ça, heu, tout ça est digne d'exister, dit en quelque sorte Xi Jinping, et il essaie de se faire la synthèse de ces différents courants. Donc je dirais que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, c'est-à-dire, la doctrine officielle du président Xi, c'est un marxisme sinisé hérité de Mao, c'est des influences occidentales héritées du libéralisme économique et juridique, mais évidemment plus du libéralisme économique que du libéralisme juridique. Les droits de l'homme, oui, mais alors ils sont tout de même annexés à la constitution chinoise, mais enfin, pas trop non plus, c'est pas la tendance. Et enfin, la troisième source d'influence, c'est ce que j'appelle donc le confucianisme éclectique. Et alors justement, maintenant on situe un peu mieux justement la pensée de Xi et de tous Xi Jinping et de tous les lieutenants qu'il y a autour, de tous les penseurs, les gens qui ont réfléchi, qui sont bien inscrits dans ceux qui font les discours. Enfin, c'est jamais une seule personne qui dirige, il y a toujours une équipe autour d'une personne qui porte justement la parole de ça, hein, on C'est voit ça. dans beaucoup C'est de la raison pour laquelle oui, tout à fait, ça c'est très important, c'est la raison pour laquelle je dis que Xi Jinping, est un auteur collectif. c'est le porte-parole de Évidemment, ça. il est le porte-parole, il est peut-être le porte-parole de Wang Huning, que je citais tout à l'heure, qui lui doit beaucoup travailler à la rédaction des discours de Xi Jinping, mais il faut savoir que le Parti communiste chinois, c'est 90 millions de membres. Il y a plus de membres du Parti communiste chinois en Chine que de Français en France. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et tout ce monde travaille évidemment à un projet très fort, à un projet qui montre un cap, qui a un but. C'est ce qu'on appelle les objectifs de centenaire et le rêve chinois. Hein, ces objectifs de la politique de Xi, c'est ce qu'on appelle en Chine Zhongguomeng, hein, Weida Fuxing de Zhongguomeng, c'est-à-dire le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Et il consiste dans deux objectifs. Donc, vous voyez, c'est très clairement défini et très pratique. Ces deux objectifs, c'était d'abord, premièrement, l'objectif 2021, l'objectif de l'avènement d'une société de moyenne aisance. Xiaokrang Sherui, la société de moyenne aisance. Objectif 2021, qui a été atteint le 13 septembre 2020, avec un petit peu d'avance, un tout petit peu d'avance. C'était l'objectif d'un doublement du PIB par rapport à celui de 2010 et l'abolition totale de l'extrême pauvreté en Chine. Voilà, objectif qui a été atteint donc en 2020-2021.
Et le deuxième grand objectif de cette politique à long terme, c'est celui de 2049, faire de la Chine socialiste, un pays moderne, puissant, civilisé, démocratique et harmonieux, hein, selon le syntagme chinois un peu ronflant, mais dans lequel chaque mot pèse lourd. Voilà, il correspond à des objectifs politiques très précis. Ça correspond à l'objectif de faire de la Chine un pays susceptible de faire contrepoids à l'hyperpuissance américaine. Voilà, Exactement. dans le but de défendre les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois, selon la formule officielle. Zui Guangda Renmin de Gembanli, défendre les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois. Alors la dernière, maison qu'on a bien compris ça justement, dernière question pour terminer cette vidéo passionnante. Quelles sont les conséquences géopolitiques maintenant au niveau de la projection extérieure et des relations de la Chine avec les autres partenaires? En premier lieu évidemment la France. Voilà, quelles conséquences on peut en tirer justement de cette nouvelle doctrine, de cette nouvelle synthèse qui a été opérée par Xi Jinping et son équipe? Eh bien, l'idéal d'un monde où les puissances seraient souveraines chez elles, ce n'est pas le rêve américain. Cet idéal, cet idéal chinois, c'est celui d'un monde multipolaire. Et ce n'est pas l'idéal américain. Donc, nous allons au conflit. Enfin, le monde va au conflit parce qu'il n'est pas sûr que les Américains acceptent de voir le monde s'émietter et revenir à un état dans lequel ils ne domineraient plus eux-mêmes par leur dollar et par leur puissance militaire, tout ce qui se passe dans le monde. Donc là, bah, on est dans une situation difficile. La Chine veut euh, un monde multipolaire, ce qu'elle appelle une communauté de destin pour l'humanité. Hein, ce n'est pas un monde unifié, hein, sous la direction bienveillante de l'Organisation des Nations Unies. C'est un monde multipolaire où chacun est maître chez lui. Dang Dia Zhezhu, ça veut dire être maître chez soi. C'est une expression très importante, ça, pour Xi Jinping. Que chacun soit maître chez lui, que les Américains fassent ce qu'ils veulent aux États-Unis, les Français ce qu'ils veulent en Europe, ou les Européens en Europe, les Africains en Chine et les Chinois en Chine. Ils ne veulent pas qu'on leur dicte ce qu'ils ont à faire. Euh, donc, pour cette raison, ça va être difficile. Ce que veulent les Chinois, c'est un monde en paix où chacun peut commercer harmonieusement avec les autres. Et l'outil de pilotage de cette politique, c'est d'abord les nouvelles routes de la soie. On n'envoie pas des GI sur toute la surface de la Terre. Non, on construit des voies ferrées et on sécurise des routes maritimes pour faire du commerce. Alors là, on a un autre philosophe qui peut nous aider à penser ça, nous qui sommes français, c'est Montesquieu. C'est la théorie du doux commerce chez Montesquieu, la théorie du doux commerce. Faisons du business, chacun chez soi, mais on peut commercer ensemble harmonieusement. Le souverainisme n'implique pas nécessairement la guerre. Le souverainisme, ce n'est pas le nationalisme chauvin, ce n'est pas nécessairement la guerre. Bien au contraire, explique Xi Jinping, citant d'ailleurs parfois Montesquieu, citant Leibniz, et cet esprit de l'universalisme de certains penseurs tels que Leibniz. Nous pouvons penser en commun tout en restant souverains chez nous et continuer à échanger pacifiquement et harmonieusement. Donc les nouvelles routes de la soie sont les instruments
économico-politique de cette, nouvelle gouvernance mondiale. Cette gouvernance de la Chine, ce n'est pas simplement une gouvernance de Xi Jinping pour la Chine, c'est aussi la proposition d'un certain nombre de principes de gouvernance du monde au monde entier. Ça se fait plutôt à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Je ne sais pas si le grand public a entendu parler de cette organisation qui est née en 2001, enfin qui a une histoire un petit peu plus ancienne, mais enfin qui est officialisée en 2001 et qui tend à concurrencer, si vous voulez, l'ONU. À la place d'un outil de gouvernance unique, on a là un lieu de débat où les pays sont invités à discuter sur le principe des accords gagnant-gagnant, Shuangyin en chinois, c'est-à-dire des accords bilatéraux ou multilatéraux, mais en tout cas, il n'y a plus une gouvernance unique, hein, sous la direction d'une hyperpuissance. Il y a des accords multipliés, des accords bilatéraux. C'est ça l'idéal d'un monde multipolaire. Et là, je crois qu'on a, résumé l'essentiel des outils de pilotage. Après on pourrait développer encore si vous voulez, mais ces nouvelles routes de la soie et cette organisation de la coopération de Shanghai, c'est absolument fondamental pour comprendre, si vous voulez, institutionnellement et très concrètement, comment va fonctionner cet universalisme à la chinoise, hein, cette manière de penser le monde, un monde dans lequel chacun peut, malgré tout, cependant, rester maître chez lui, souverain dans son pays. Oui, c'est important que vous notiez justement Oui, pour terminer un peu cette vidéo, c'est important de noter le fait que la Chine, même si elle veut être forte, elle veut être puissante, elle veut être puissante, elle a ses propres intérêts, bien entendu, comme n'importe quel État souverain et digne de ce nom, elle ne souhaite pas imposer un modèle dogmatique ou idéologique à d'autres pays dans le monde. Elle souhaite avoir des et accords surtout gagnants, elle souhaite gagner des marchés mmh, commerciaux, mais elle ne souhaite pas imposer sa vision politique à d'autres pays dans le monde. oui, elle veut faire du business et dans le business, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence et que le meilleur gagne, on est d'accord, mais on le fait, sur le terrain de l'économie en échangeant, des marchandises et on ne le fait pas avec des moyens militaires. Ça, c'est important. Enfin, il faut rappeler que la puissance américaine, c'est une puissance qui est installée partout dans le monde, au moyen de bases, militaires. La Chine, ne fait pas ça. Il y a depuis, je crois depuis 2017 seulement une base, militaire chinoise en dehors des frontières chinoises, à Djibouti, à côté des bases, françaises et américaines d'ailleurs, et pour les mêmes raisons que ces bases françaises et américaines sont installées là-bas, c'est-à-dire pour sécuriser, le passage, des nouvelles routes de la soie dans une région du monde qui est assez, infestée de pirates, je crois. Mais, il n'y a pas en tout cas de champ d'opération militaire, chinois en dehors de la Chine. Il n'y a même aucune guerre, nulle part dans le monde, aucun champ d'opération militaire chinois dans le monde. Donc ça, c'est, alors les Chinois mettent évidemment cela en avant, hein, vous voyez, au cœur de l'organisation de la coopération de Shanghai et vous devinez que c'est quand même une idée qui plaît à un certain nombre de pays, hein. Avoir une puissance, administrative, hein, la Chine a une certaine prétention à administrer les choses, c'est vrai et c'est à Shanghai que se trouve l'organisation de la coopération de Shanghai, ou plus exactement à Pékin, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, ça se fait, sans utilisation de la force, militaire. Bien sûr, il y a des rapports d'influence, qui peuvent, bon, bien sûr, mais il n'y a pas de contraintes, militaires et ça, je crois que pour un certain nombre de pays, ça fait tout de même une différence. Dernière question, Jérôme Ravenet, pour un peu conclure, comment est perçue à l'intérieur de la population chinoise cette doctrine de Xi Jinping et du gouvernement chinois? Et comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce qu'il y a une espèce d'ignorance, pas d'ignorance, mais voilà, bon, ben, les choses vont comme elles vont, et puis on laisse ça, tant que ça fonctionne, ben, on laisse ça? Ou est-ce qu'il y a les gens, est-ce que sont rentrés en contradiction avec ça? Comme vous avez dit, c'est pas
typique de la pensée chinoise, c'est plus une pensée un peu plus souple que certains occidentaux. Comment c'est vu en interne? Alors, vous trouverez dans tous les pays, y compris en Chine, des contestataires. Je ne vous apprendrai pas que Liu Xiaobo, a payé, cher sa contestation. Mais Liu Xiaobo qui a été nobelisé, vous vous souvenez? Cet écrivain, chinois qui est mort maintenant. Mais globalement, en Chine, puisque nous avons les résultats d'études faites par des instituts, qui font des études clandestines en Chine, des instituts occidentaux. Je pense au H Center, par exemple. Je donne les sources dans mon travail et vous trouverez tout ça dans les notes de bas de page et dans la bibliographie, mais le H Center, par exemple, donne des taux de satisfaction de la population chinoise qui dépassent les 90. Donc c'est absolument, enfin, le chiffre est absolument, sidérant. Il est donné non pas par le gouvernement chinois, mais je dis bien par le H Center. Donc il y a des questions à se poser. Bien sûr qu'il y a des contestataires en Chine. N'y en a-t-il pas chez nous? Mais cela ne signifie pas que le niveau de satisfaction de la population chinoise à l'égard de son gouvernement ne soit pas très haut. Au contraire. Ensuite, il y a, est-ce que la population chinoise est indifférente ou est-ce qu'elle fait semblant de regarder ailleurs? Non, je pense que la population chinoise est, très, très, très intéressée, très préoccupée par l'état du monde, hein, d'une manière générale. Et vous pouvez avoir un état, vous pouvez vous faire vous-même un avis, heu, sur l'état du questionnement, des Chinois sur toutes ces questions, en consultant soit la plateforme Aisixiang, bon, mais là, ce sont des textes en chinois. Aisixiang, ça veut dire, aimer la pensée en Chine. C'est une plateforme chinoise sur laquelle sont rassemblés toutes les analyses des historiens, économistes, politologues, juristes, et cetera, sur la politique chinoise. Donc il y a un débat politique qui n'est pas du tout confisqué par, monsieur Xi Jinping, mais qui est partagé et largement partagé et public en Chine. Sur cette plateforme, en 2000, fin 2021, quand je terminais ma thèse, je recensais 642 contributeurs. Je vous mets au défi de trouver, même dans toute l'Europe, une liste de 600 contributeurs, analystes et critiques de la politique européenne. Donc il y a un vrai débat et vous pouvez trouver un état de ce débat, en tout cas une partie de ce débat traduite en français et en anglais sur le site d'un, sinologue, canadien, sinophobe, mais qui fait quand même du bon travail, qui s'appelle David Hornby. Ce site s'appelle Reading the China Dream en anglais et d'une traite, vous tapez Reading the China Dream et vous allez trouver sur le site de David Hornby tout un tas de textes de ces intellectuels chinois. David Hornby tire les textes qu'il traduit de Aisixiang, de la plateforme chinoise dont je vous parle. Et cela peut vous donner une idée des débats extrêmement vifs, brillants, profonds, contradictoires qui ont actuellement lieu en Chine. Jérôme Ravenet, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne du Cercle Aristote. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre thèse en 2 tomes, qui fait pratiquement 800 pages. Xi Jinping entre Marx et Confucius, décryptage philosophique d'un socialisme chinois, avec les concepts structurants d'un côté et les concepts fonctionnels de l'autre. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne du Cercle Aristote. Merci Nicolas et bonne suite au Cercle d'Aristote. Oui, merci beaucoup. Et puis évidemment, vous êtes le bienvenu pour parler de philosophie chinoise et de concepts et de relations de la Chine avec le monde, évidemment, quand vous voulez sur la chaîne. Et puis en attendant, on souhaite à notre audience une bonne fin de journée ou de soirée, suivant à quand vous regardez cet entretien. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.